séance là. D'accord. Je vais t'introduire. Il y a l'autre qui voulait faire ça. Qui ça? L'autre gars, Qui ça? il est préparé, il a l'objet. Comment on appelle ça? Du cabinet de communication. Il a préparé ça. Valentin? Voilà. Non, je fais un peu. D'accord. Ok. Mesdames et messieurs, je voudrais, s'il vous plaît, vous inviter à mettre vos portables sous mode silence ou vibreur, s'il vous plaît, ou vous le fermez complètement, s'il vous plaît. Toujours sur une minute. Oui, je vois. Éloi, il est où? Éloi, s'il vous plaît. tu viens là? Bien, voilà, merci. Éloi. Attends une minute. Oui. Voilà le vrai sujet des autres. Que je mets à côté de... D'accord. Oui. Le document, je ne le vois pas. Le document, C'est pas ça? ah voilà, d'accord. C'est ça. Ok. D'accord, ok. D'accord. La régie, voilà, merci. Monsieur le chef de cabinet, représentant Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale, Madame la directrice des examens et concours, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à la fin donc des examens à grand tirage, nous avons tous suivi énormément de propos, d'allégations ça et là, et particulièrement dans la presse. Et cela démontre sans doute, relativement donc au cas de fraude constaté, cela démontre sans doute que à la fois les textes régissant les examens et concours ne sont pas très connus du grand public, mais également que la bonne information, le grand public ne détient pas encore totalement cette grande information, c'est la bonne information. Et donc, Madame le ministre a souhaité que ce point de presse soit organisé. Je voudrais indiquer donc qu'il s'agit d'un point de presse pour que le maximum d'informations soit donné. Et naturellement, vu l'importance de la question, il y aura possibilité de poser quelques questions, donc 5 questions au moins. Et donc, je voudrais sans plus tarder indiquer que Monsieur le chef de cabinet dira un mot tout à l'heure, et juste après, nous passerons, nous inviterons Monsieur le coordonnateur général, Monsieur l'inspecteur général, coordonnateur général, qui va donc s'adresser à vous. Donc, sans plus tarder, je voudrais inviter Monsieur le chef de cabinet à dire un mot. Merci, Monsieur l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Madame la directrice des examens et concours, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, il est apparu opportun cette année, au regard de l'ampleur que la fraude a pu prendre, de faire un point de presse sur instruction de Madame le ministre pour éclairer l'opinion. Le modérateur le disait tout à l'heure, et comme on le dit, ce qui est connu parce qu'il est bien connu est mal connu. Il se trouve que beaucoup de personnes parlent, n'est-ce pas, des fraudes, des erreurs de fraude, mais ne savent pas, parce que tout est dit
tout est écrit, mais comme on le dit en Afrique, quand vous voulez cacher quelque chose, il faut les mettre dans les livres. Donc, pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale, voire internationale, parce qu'il s'agit de la crédibilité de nos diplômes, Madame le ministre a demandé à l'inspection générale, n'est-ce pas, de nous faire un exposé pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de l'opinion nationale et internationale, afin que, n'est-ce pas, les gens parlent en tant que sachants. Donc, elle nous a demandé, n'est-ce pas, de faire cet exposé. Je voudrais vous remercier en vous priant, n'est-ce pas, d'écouter avec beaucoup d'attention et de faire un réel relais pour l'image, n'est-ce pas, de notre pays. Parce qu'il s'agit de l'image de notre pays. Ces jeunes gens qui vont détenir les diplômes iront valoriser ces diplômes à l'extérieur du pays. Mais si de mauvaises rumeurs frappent ces diplômes, il est évident que cela pourra porter préjudice, n'est-ce pas, à notre pays. Donc, sans plus tarder, je voudrais, n'est-ce pas, permettre à monsieur l'inspecteur de faire son exposé. Merci. Merci à vous. Je voudrais donc... voilà, monsieur l'inspecteur général. Comment ça? Vous ne m'avez pas donné, donc c'est quand je vais me lever. Juste quelques aménagements. Bon. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons un souci, hein, parce que personne derrière vous ne peut voir et vraiment, il faut qu'on puisse trouver, s'il vous plaît, une solution. Puisque vos caméras sont calées, est-ce que vous ne pourrez pas, s'il vous plaît, vous mettre juste à côté? S'il vous plaît. Monsieur de Global et monsieur de Afrique Business 24, Sanon, s'il vous plaît. Oui. Oui, mais personne ne voit derrière. Ok, c'est compris. Oui, c'est le directeur général. Okay. Merci. Monsieur le chef de cabinet, représentant Madame la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les membres de cabinet, Messieurs les inspecteurs généraux coordonnateurs, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, ils sont là, je crois, les membres des syndicats et des têtes des syndicats, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, presse nationale, presse internationale, Mesdames et Messieurs, nous voudrions, au nom de Madame la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vous saluer. Vous saluer et vous remercier d'avoir bien voulu répondre si nombreux à notre invitation. Les examens scolaires à grand tirage, session 2019, se sont déroulés du 17 juin au 27 juillet 2019 sur l'ensemble du territoire national. À ce propos, le point presse que nous tenons ce jour
fait suite à celui du 27 juin dernier relatif aux épreuves écrites du BEPC. À cette occasion, pour mémoire, nous avions déclaré ce qui suit, et nous citons: le ministère reste déterminé à lutter contre la fraude. Pour les examens à venir, fort de l'expérience tirée du BEPC, session 2019, c'est avec un dispositif plus renforcé qui s'investira dans ce combat contre la fraude pour la crédibilité de nos examens. Fin de citation. Nous vous avions aussi donné rendez-vous pour la fin de la session du baccalauréat 2019. Cette échéance étant consommée, aujourd'hui, avec l'autorisation de Madame la Ministre, nous vous proposons la présente déclaration centrée sur l'analyse d'une série de préoccupations ainsi qu'il suit. D'abord, nous observons qu'en dépit des campagnes régulièrement menées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les fraudes aux examens scolaires persistent et leur ampleur tend même à s'accentuer. Ensuite, nous enregistrons des plaintes de plus en plus insistantes de certains parents de candidats qui contestent ou rejettent les résultats. Cet état de fait nous a amenés à prendre la pleine mesure de ce que l'opinion n'est pas suffisamment informée sur le processus de l'organisation des examens et les dispositions relatives à la gestion des fraudes. Par ailleurs, nous sommes guidés par la nécessité d'apporter l'information juste sur les fraudes et les sanctions qu'elles induisent, ce qui contribuera, sans doute, nous l'espérons, du moins, à lever toutes les incompréhensions susceptibles d'altérer le jugement des uns et des autres. Enfin, nous plaçons ce point presse sous le sceau du devoir de reddition des comptes qui, comme l'on sait, est l'un des principes fondamentaux de bonne gouvernance. Notre démarche s'articulera autour de deux points majeurs, à savoir 1. Le cadre organisationnel des examens scolaires. 2. Le comportement délictueux des candidats et des acteurs. Vous permettrez donc que j'aborde le premier point, qui est le grand point. 1. Le cadre organisationnel des examens scolaires. L'organisation des examens repose sur des textes et des procédures qui en constituent le cadre légal. A. Je dirais grand A, les fondements textuels. Il s'agit ici de distinguer entre les textes législatifs et les textes réglementaires. Petit 1, parlons des textes législatifs. Nous avons la Constitution elle-même. Et la Constitution, en son article 101, cette Constitution ivoirienne dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de l'enseignement. Elle laisse ainsi le soin à la loi de 1995 relative à l'enseignement d'en déterminer le contenu. Petit b, la loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement tel que modifié
par la loi numéro 2015-635 du 17 septembre 2015. Il ressort de l'article 3 de cette loi, prise en son dernier alinéa, que le rythme de l'enseignement comprend des périodes d'études et des périodes de vacances. L'article 4 de cette même loi fait apparaître que chaque degré d'enseignement comprend des modalités d'évaluation des acquis qui leur sont spécifiques. Quant à l'article 6, il énonce que le service public de l'enseignement fait l'objet d'évaluations permanentes. Cette évaluation est assurée au niveau de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire par l'inspection générale. Il résulte de la lecture combinée des textes ci-dessus, que le pouvoir d'organiser les examens appartient, dans le cas d'espèce, au ministre en charge de l'éducation nationale qui édicte les textes réglementaires. Petit 2, les textes réglementaires. Il s'agit notamment de 2 arrêtés relatifs à la fraude. L'arrêté interministériel signé par 5 ministres du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté interministériel numéro 0047 MEN SRS MEFP du 20 juin 1995 relative aux sanctions en cas de fraude commise par les candidats et acteurs et portant régime des réclamations aux concours et examens organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Notons aussi qu'il y a aussi l'arrêté numéro 0074 MENET-FP DECO du 6 avril 2018 portant interdiction de support de communication numérique j'insiste, dans les centres d'examen pendant les examens et concours relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons ensuite l'arrêté numéro 0125 MENET-FP DECO du 11 décembre 2017 portant organisation et attribution des structures de la direction des examens et concours. De 3 arrêtés édictés chaque année portant ouverture de la session du CEP, du BEPC et du baccalauréat. Pour vous dire tout simplement qu'à chaque année scolaire, il y a toujours des arrêtés d'ouverture consacrés à chacun de ces examens. De 3 décisions édictées aussi chaque année portant organisation des délibérations des 3 examens aussi. À côté donc de ces textes réglementaires, le ministre édicte des circulaires ainsi que des manuels de référence en direction des candidats et des acteurs. Ces manuels décrivent les différentes étapes de l'organisation des examens scolaires ainsi que celles liées aux procédures des corrections et des délibérations. Par ailleurs, des mentions sont portées sur les convocations des candidats. Je voudrais à cette occasion vous permettre
de voir des exemples sur cet écran. Merci. Le technicien, mettez en marche le vidéoprojecteur, s'il vous plaît. Ça vient, ça vient. Bon. Tu peux grossir un peu. Tu peux grossir un peu. Arrondi. En fait, pour vous faire savoir que sur chaque convocation des enfants, il y a des instructions données de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire pour être dans de bonnes conditions de candidat pouvant avoir correctement son examen. Et sur ces convocations, il y a une mention spéciale faite à la fraude. Voilà. Il faut faire monter. Voilà. Vous voyez là, c'est bien écrit fraude. Ça, il s'agit d'une convocation d'élèves. La possession d'un document non autorisé pendant une épreuve orale et écrite constitue un cas de fraude. Il est strictement interdit d'échanger les calculatrices. La détention de supports de communication numérique par le candidat dans la salle de composition est considérée comme un cas de fraude. Le candidat est alors expulsé par le président du jury. Le support de communication numérique est confisqué et mis à la disposition de l'Inspection générale de l'éducation nationale via la direction des examens et concours. Je voudrais m'arrêter là. Pour dire que des fois, on peut avoir des explications sur l'expression fraude écrite sur une copie, parce qu'il y a des éléments sur les convocations des candidats eux-mêmes. Il en est de même sur la convocation aussi des surveillants ou des membres du secrétariat. Eux aussi ont tout ce qu'il faut éviter sur leur convocation aussi. Là, c'est un cas de convocation de surveillants. Bon, malheureusement, ça ne se voit pas très bien, mais je pense que, voilà, on peut... Bon, c'est assez difficile à cause des couleurs. Bon, c'est pas grave. On va évoluer. Hein? Bon. Moi, j'avoue que de là, j'ai du mal, hein, parce que ça brille pour moi. Bon, alors lisez là-bas. Lisez. En cas de faute avérée, le candidat signe immédiatement une décharge. Le surveillant, muni de toutes les pièces à conviction, le conduit au secrétariat où le président du jury l'exclut pour le reste des compositions. Le surveillant, muni de toutes les pièces à conviction, informe le président du jury pour la décision à prendre. Tout surveillant, pris en flagrant délit d'utilisation de supports de communication numérique, de traitement de sujet, de remise de corrigé à un candidat, est coupable de faute professionnelle et sera traduit devant la Commission nationale de discipline. La DECO se réserve le droit de relever tout acteur de ses fonctions en cas de défaillance constatée. Un audit de délibération sera diligenté par la DECO à l'issue de la session. Alors, B,
la procédure suivie à l'occasion des corrections. Parce que beaucoup de parents disent, mon fils dit qu'on ne l'a pas appris pendant la composition, et pourtant on a marqué fraude sur sa copie. La procédure suivie à l'occasion des corrections. Sous cet intitulé, nous nous appesantirons sur la procédure des corrections des épreuves. Elle est décrite suffisamment dans le manuel de référence, mais nous avons pris l'essentiel pour vous. Les centres de collecte et de contrôle, en abrégé CCC, centralisent les copies en provenance des centres de composition et les transmettre au centre de correction et de délibération, CCD en abrégé. Une fois en ces lieux, les copies sont corrigées par pool disciplinaire sous le contrôle des harmonisateurs. Chaque discipline a son lot et chaque discipline a ce qu'on appelle un harmonisateur qui suit les notes portées sur les copies, qui les analyse et qui nous donne les tendances de ces notes et attire l'attention des correcteurs lorsqu'ils constatent qu'il y a certains écarts qui se font. Cette opération s'effectue sous l'autorité d'un président de jury superviseur. Hormis les cas de flagrance constatés pendant les compositions, les correcteurs peuvent constater des irrégularités sur certaines copies susceptibles de constituer des cas de fraude. J'espère que je suis compris. D'autres cas découverts pendant les délibérations sont soumis au jury qui décide si les faits sont réalisés dans leur élément constitutif. C'est le lieu de préciser que le jury de délibération peut s'auto-saisir. Une fois les travaux de délibération achevés, le président du jury de délibération adresse un rapport relatif aux fraudes à la DECO qui le transmet à la Commission nationale de discipline, en abrégé CND. Cette Commission nationale de discipline composée de représentants de différents ministères, fonction publique, francophonie, etc., et d'organisations de parents d'élèves, statue en dernier ressort et décide de la suite à donner. Le cadre organisationnel des examens scolaires ainsi rappelé, il convient d'examiner à présent le comportement délictueux des candidats et des acteurs pour faire ressortir les sanctions qui s'y rattachent. Ce qui m'amène à aborder la deuxième grande partie de mon exposé, le comportement délictueux des candidats et des acteurs et les sanctions prévues. La supervision, la surveillance et l'administration des épreuves ont permis à nos services et aux agents des forces de l'ordre, dont nous saluons ici l'engagement à nos côtés, de démasquer des fraudeurs et de démanteler certaines de leurs stratégies. À ce propos, je voudrais partir des faits et ensuite vous parler des stratégies qui sont utilisées par les fraudeurs, enfin disons de quelques stratégies, et puis enfin vous énoncer quelques sanctions possibles. Pendant la composition, des faits nous ont amenés à déceler l'existence de portables dans les salles de classe. Voici quelques portables
que vous pouvez regarder là. Mais nous avons des milliers, hein. Ce ne sont que des échantillons que vous avez ici. Regardez là. En général, des smartphones. Ce sont des smartphones qui sont utilisés. Détention de téléphones portables dont certains affichent des corrigés de preuves ou des termes comme, et écoutez bien, des termes comme sur les écrans, change un peu, tu n'es pas le seul, ouvre ton WhatsApp, copie et attends le reste arrive. Fin de citation. Voilà. Je répète, hein. Sur les écrans, change un peu. Tu n'es pas le seul. Ouvre ton WhatsApp, copie et attends le reste arrive. On a noté aussi des substitutions de candidats par une tierce personne. Là, c'est ce que nous appelons le mercenariat. L'individu s'amène avec les attestations d'identité en général. Il plaque sur l'attestation d'identité du véritable candidat sa photo et il le met très bien et il vient composer à sa place. Il y a aussi les acteurs composant pour un autre candidat. C'est-à-dire le candidat est bel et bien dans la salle de classe, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrit sur sa copie. Il y a des échanges de copies de brouillons. Pour ceux qui sont dans le métier, pour réduire, disons, la fraude, nous utilisons au niveau du brouillon plusieurs couleurs. Du bleu, du jaune, du vert, etc. Et la manière de distribuer fait que si vous êtes dans une rangée donnée qu'on voit une autre couleur chez vous, on sait que c'est quelqu'un qui vous a transmis cela. Il y a la détention de documents ou de matériel non autorisé. Il y a aussi la détention de corrigés des sujets. C'est-à-dire des personnes viennent déjà avec des corrigés de sujets. Alors, pendant la composition, quelles sont les stratégies utilisées par certains candidats? Il y a l'activation de modes opératoires par des réseaux de fraudeurs. Groupe WhatsApp, SMS, Instagram. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je peux avoir le micro. On y va. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Laissez ça. C'est plutôt l'autre avant. Le réseau de WhatsApp. Voilà. Alors vous voyez ça? Tout ça, ce sont des personnes abonnées à ce réseau qui porte BEPC, attention, il faut qu'ils voient bien, BEPC et BAC 2019. Et c'est créé par Rebelle. Et tenez-vous bien, depuis quand? Depuis le 18 mars 2019. Ça veut dire que nous avons affaire à des personnes qui ont planifié habilement tout. Depuis mars 2019, ils ont créé leur réseau. Il y a d'autres réseaux aussi, 100% BAC ou 100% BPC, etc. Alors, quand vous regardez ça, vous voyez bien, je viens par là, vous voyez, regardez ici. Ils se vantent même de beaucoup de choses. Voici les heures de correction après que les élèves aient balancé le sujet. Top. Zone 3 depuis 6h45. Bravo à l'élève qui a balancé. Demain, on verra. Parce que... Alors, ici, tous les candidats seront admis. Demain, déjà, c'est bouclé. 20 sur 20, partout. Si seulement on reçoit les sujets avant 8h30. Ici, tous les candidats seront admis. Bon, vous voyez tout ça? Ça veut dire que nous avons affaire à des groupes qui sont
ça, je dirais, si je dis savamment organisé, c'est comme si je les félicite. Mais je me dis, toute cette intelligence, on aurait pu l'utiliser pour faire autre chose. Malheureusement, voilà à quoi c'est. Une intelligence diabolique. Alors, mesdames et messieurs, il y a aussi l'utilisation de supports de communication numérique aussi. Et à ce niveau, on note la dissimulation de portables dans les sous-corps. Quand il dit sous-corps, vous pouvez imaginer tout ce que vous pensez. Oui, on en a vu à des endroits où, bon, etc., on ne peut pas nommer. Dans les cheveux, dans les chaussettes, dans des sandwichs. Ils appellent cela la technique du sandwich. Les parapluies, les toilettes, sous les tables bancs. Vous savez, on a dû utiliser même cette année des détecteurs de métaux. Et donc, dans les poubelles, vous allez, ça sonne pas, vous savez qu'il y a des choses là. Derrière les salles de classe, dès que vous passez, tout sonne. Tout sonne. Sur le corps. Ouais. Alors, vous voyez, et sous les tables bancs, même les tables bancs, il vient de reconnaître le lieu et déjà il vient plaquer son portable un jour avant. Alors, si on peut montrer un cas, regardez là. Vous voyez là, ce trou-là, c'est un table banc qu'il a creusé pour plaquer son portable. Et ce qu'il a enlevé là, il couvre ça, de sorte que vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a eu quelque chose là. Vous voyez, ça, c'est le trou qu'il a créé pour mettre son portable dedans. Vous voyez cette ingéniosité là. Comment? Bon. Mesdames et messieurs, vous devez réaliser que c'est vrai, on a affaire à des enfants. On pourra dire, oui, on arrive à ça. On peut dire qu'on a affaire à des enfants. De pauvres enfants, diraient certaines personnes. Mais regardez l'image qui va suivre. Allez-y. Regardez l'image qui va suivre. Vraiment, même ceux qui sont derrière, regardez bien cette image. Vous allez voir, regardez cette image. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? J'ai le portable avec moi, je vais le passer, certains vont le regarder tout à l'heure aussi. Ben, il a démonté une calculatrice, il a enlevé tout dedans et il a plaqué à l'intérieur de cette calculatrice son téléphone portable. Bon, mais il va vous vendre le brevet. Celui aussi qui a détruit notre table banc, je crois qu'il va acheter aussi le table banc aussi. Voilà, vous voyez toute cette ingéniosité là. Le portable est là. Après, si vous voulez, vous allez faire des photos du portable. Toujours au niveau de la stratégie, des réseaux organisés, recrutement, collecte de fonds, corruption des acteurs se sont mobilisés tous. Il y a même, je dirais, la vente même de fausses épreuves. Et nous en avons pris. Alors, regardez cette épreuve-là. Vous voyez cette épreuve? 2019, partout. Mais je peux vous rassurer, certains l'ont acheté, hein, parce qu'on a pris sur ces élèves, mais ce n'était même pas le sujet. C'est-à-dire c'est de la narque, en fait. Alors, ils font croire, moi j'ai déjà le sujet de 2019. Maintenant, le deux coups est là, je crois que la pauvre. Hein? Mais regardez, ce n'est même pas le sujet. Ça n'a rien à voir. Une nuit, on nous a réveillés comme ça pour dire, les sujets sont quelque part dans les rues. On part, ça n'avait rien à voir avec le sujet qui avait été choisi aussi. Mais,
comme il y a des gens qui sont prêts à acheter tout, ils se sont rués pour aller acheter ce qu'ils pensaient être le sujet. Mais une autre stratégie utilisée et qui commence à prendre de l'importance, c'est l'agression des acteurs par les candidats ayant été pris ou empêchés de tricher. Hélas, ça commence à venir en puissance. Et là, ce sont des rapports où nous constatons que, je vous lis un peu, c'est quelqu'un qui est responsable du système dans une région, et je me suis rendu, vous pouvez lire là-bas, lisez, tenez, parce que quand je suis proche, ça ne me permet pas de voir bien. Je me suis rendu également au commissariat du 14e arrondissement d'Abobo, où le véhicule a été déposé pour constater les dégâts par moi-même. Ça, c'est... En effet, le dernier jour de la composition, c'est-à-dire le vendredi 12 juillet 2019, autour de 13h30, nous étions au secrétariat pour les derniers travaux quand les candidats mal intentionnés, très colorés, attroupés devant l'établissement, réclamaient les portables trouvés dans le centre. Nous avons donc fermé le portail d'entrée. Ils ont commencé à nous lancer des jets de pierres et à profiter des menaces disant qu'ils nous reconnaissent, qu'ils nous retrouveraient, donc pour nous faire du mal. Nous avons été séquestrés avec une véritable peur pour nos vies si ces candidats en furie réussissaient à briser la porte qui, par bonheur, était fermée. C'était en fer. Ouais. Était en fer, plutôt. Et puis, voici ce qui s'est passé. Alors, voici le véhicule du président du jury qui a été caillassé par les candidats. C'est une facture de pas moins d'1,7 million qui a été réglée par nos services. Toujours constaté, le recours à des tierces pour intimider ou agresser les acteurs, tout cela fait partie des stratégies des tricheurs. Vous avez quelquefois des riverains même autour qui viennent, mais qu'est-ce que vous avez empêché nos enfants de réussir? Et qui sont prêts à en découdre avec vous. Ouais. On a parlé de pendant la composition, nous allons aborder maintenant pendant les corrections. Quels sont les faits constatés de fraude et surtout quelles stratégies et les sanctions aussi. Excusez-moi, je suis parti un peu trop vite d'ailleurs. Pendant la composition, il faut que je vous cite aussi les sanctions. Alors, pendant la composition, les sanctions, c'est l'expulsion du centre, interpellation par les forces de l'ordre, inscription de la mention fraude sur les copies, rapport adressé au jury de correction et de délibération, parce que la copie va partir quand même à la correction et au niveau de la délibération. Mais elle sera suivie d'un rapport. Toujours au niveau de, cette fois-ci, au niveau de, pendant les corrections, on note surtout pendant les corrections des copies semblables, mot pour mot, faute pour faute. On va vous montrer des exemples. Mais vous allez comprendre aussi pourquoi, tout de suite. Alors, vous voyez cette copie? Vous voyez cette copie? Alors, voici ce que le correcteur a écrit. Fraude constatée. Il avait mis 30 sur 60. Mais quand il avance, il se rend compte que le même texte existe chez un autre.
C'est ce qui fait qu'il revient sur la copie. Et en ce moment-là, il met fraude avérée. Et il dit voir la copie BY, etc., qui est la copie semblable. Nous allons vous montrer. Vous allez lire. Un de vous va lire. D'abord pour cette première copie. Et il va lire la deuxième copie. Vous allez voir mot pour mot, c'est la même chose. Alors, on va passer à la lecture du premier. Le premier document. C'est le premier document. D'accord. Alors, remontez. Ils vont commencer à lire. C'est la copie de quelle discipline d'abord? C'est le français. Français. Alors, allons-y. Voilà. Quelqu'un peut-il lire de là-bas? Voilà, lisez. La poésie, qui est 3 genres de littérature figurant à bonne enseigne dans la littérature, connaît plusieurs conceptions. Ça, je m'arrête là. Ça, c'est pour la copie du candidat ayant le numéro B001. Et le correcteur dit de voir aussi la copie BY006. On voit la copie BY006. La poésie, qui est l'un des 3 genres littéraires figurant à bonne enseigne dans la littérature. Et c'est la même chose quand vous allez continuer. Hein? Non. On a plus 2. Nous avons plus seulement 2. Ok. On peut avancer. Il y a une autre copie encore. Allez-y. Ah si, en philo. En philo aussi. Allez-y. Alors, ça c'est la copie ZKC 027. Elle a bien été corrigée. Alors, copie conforme à ZK 09. 29. Et cette copie dit, le pouvoir d'État désigne l'autorité, la puissance d'un gouvernement. Le pouvoir d'État désigne l'autorité, la puissance d'un gouvernement, qu'un gouvernement exerce donc sur une population dans le but de préserver et développer la société. Pour certains, cette autorité est absolument brutale. Et puis, on voit quelque part, quelle est l'utilité du pouvoir de l'État? Une faute là. Alors, allons la copie suivante. C'est la copie ZKC 029. Toujours philosophie. Eh bien, le pouvoir d'État désigne l'autorité, la puissance d'un gouvernement qu'un exerce sur une population dans le but de préserver le développement de la société. Et puis, la question, la même faute, quelle est l'utilité du pouvoir de l'État? Voilà. Mesdames et messieurs, un autre fait de fraude, ce sont les écritures différentes sur la copie principale ou l'intercalaire aussi. On va vous donner un exemple aussi. Pour le même candidat. Non, bon. Vous êtes quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est cher. Voilà donc la Oui, copie, la copie principale, l'écriture, c'est en anglais. Hein. Et puis, en bas, l'intercalaire. L'intercalaire ici, et puis la copie principale. Alors, la copie est censée appartenir au même candidat, et pourtant vous avez des écritures totalement différentes. Voici aussi des cas de fraude aussi. C'est-à-dire que quelqu'un a copié et ils ont glissé l'intercalaire dans la copie de ce dernier. Un autre fait de fraude aussi, c'est le candidat ayant traité des sujets d'une autre série que la leur. Oui, mais oui, et hélas, mais vous allez en voir. Vous allez voir. Alors,
Alors, regardez-moi ça. C'est un candidat qui est en G2. Il est en G2. C'est bien marqué G2. Mais il a réussi vraiment l'exploit de pouvoir traiter une partie du sujet de G2 et une partie du sujet A1. Vraiment, c'est un génie. Mais peut-être il faudrait l'utiliser ailleurs. Hein? Non, ce sont des choses qu'ils ne vont jamais dire à leurs parents. Ils viennent là, oh, non, mais j'ai rien compris, on ne m'a pas fait sortir de la salle de classe. Et pourtant, voilà, on dit que j'ai fraudé. Mais quel correcteur sérieux, devant une copie pareille, va l'accompagner tout simplement sans montrer cette contradiction? Soyons sérieux. Moi, je dis bravo aux correcteurs qui ont lu ces copies, parce que des fois, on croit qu'ils ne lisent pas, et qui ont apprécié objectivement ces copies-là. Autre fait de fraude encore sont les candidats ayant traité en allemand les épreuves de LV1 et de LV2 en même temps. LV1, c'est celui qui a commencé à faire l'allemand depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. Et LV2, c'est celui qui a commencé à faire l'allemand depuis la classe de 4e. Donc en général, LV1 est plus renforcé que LV2. Mais lui, il a trouvé le culot de traiter les deux à la fois. Alors, regardez si c'est que le correcteur a mis. Bon, écoutez, on va passer. Autre fait de fraude, ce sont découvertes de copies portant des mentions comme et là on a vu sur des copies, hein, ce que je vous ai déjà lu. Change un peu. Tu n'es pas le seul. Ouvre ton WhatsApp. Pendant que l'autre lui dit ça, il lui a envoyé, il recopie ça effectivement sur sa copie. Oui. C'est-à-dire, il recopie ça sur la copie. Bon, mesdames et messieurs, en parlant de stratégie, non, on en a. Hein. Tu as la note adressée au correcteur là. Notre personne adressée au correcteur. C'est là, non? Aïe, aïe, tu n'as pas? Tu n'as pas pris ça? Oh. Non, ça peut pas, on ne peut pas laisser ça passer. Non. Quelqu'un va lire ça. Je vais donner, quelqu'un va lire ça. Voilà. Bon, vous allez m'excuser, je vais demander à quelqu'un de lire ça. Hein. C'est une note, au lieu de composer, et le candidat écrit une lettre au correcteur. Il faut activer hein, pour ne pas que ça tombe. Bonjour monsieur ou madame. Je ne veux pas vous déranger. Je ne veux pas vous déranger. Ou même vous. C'est important, hein, ce qu'il dit. Bonjour, monsieur ou madame. Lisez là jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous déranger ou même vous énerver, mais juste vous raconter mon histoire. Mon père a perdu son emploi
et ma mère est femme de ménage. À elle seule revient les charges de la maison, ma scolarité et celle de mes deux frères. Nous trois, notre scolarité atteint 400 000 francs CFA pour une femme qui touche un salaire de 60 000 francs CFA par mois. Je veux juste en venir au fait que pour toutes ces raisons citées là-haut, je ne suis pas allé à l'école pendant un bon moment, on peut dire pendant toute l'année d'ailleurs, car à chaque fois que je mettais les pieds à l'école, la secrétaire me jetait automatiquement dehors, malgré que je lui ai raconté ce qui m'arrive. Alors, ok. Bon, c'est bon. C'est bon. Alors, je parlais de stratégie. Donc, par conséquent, pendant la correction, ce qui est souvent dévoilé, ce sont des copies portant des termes ou signes trahissant l'anonymat. Nous voulons parler de quoi? Des fois, peut-être le candidat s'est mis d'accord avec quelqu'un ou un correcteur pour mettre un mot qui devrait permettre de reconnaître sa copie à lui. Tout ça aussi existe. Et la mention dit bien, il faut éviter de laisser un signe quelconque sur votre copie. Sinon, elle est taxée de fraude. Vous voyez bien que celui qui a écrit, ou celle qui a écrit cette lettre, on ne sait pas, peut-être que c'est une lettre conventionnelle. Pour être reconnu. Il y a aussi l'utilisation de supports de communication numérique. Toujours. Et là, pendant les corrections, vous vous rendez compte, pour qu'on arrive à copier les mêmes choses, mot pour mot, faute par faute, mais c'est parce que justement on a reçu la correction. Et sous la pression, on n'a pas le temps. On recopie automatiquement tout ce qui est parvenu, en oubliant que vous n'êtes pas le seul à qui on a fait parvenir cela. Du coup, on décèle les copies semblables. On va même jusqu'à recopier même des consignes. Mesdames et messieurs, tout ceci pour vous dire que la fraude, ce n'est pas seulement pendant la composition. Elle peut se déceler pendant la correction. Et le correcteur a le devoir, quand il voit des choses comme ça, et les textes sont là pour reconnaître ce genre de choses. Et il ne fait qu'appliquer les textes. Les candidats eux-mêmes aussi, on leur dit tout le temps, évitez ceci, évitez cela. Pour ne pas que, à la fin, on vous accuse de fraudeur. Donc il faut qu'on arrête cette histoire de jouer au semblant. On ne m'a pas arrêté pendant la composition et je ne sais pas pourquoi on a mis fraude. Ceux-là, ils savent très bien comment la fraude est arrivée sur leur copie. Ils le savent très bien. Qu'ils arrêtent de distraire. Et vous voyez tous ces cartons qui sont là, près de 40 cartons. 45 cartons. Ce sont ces fraudes-là qui sont là. Ce sont ces fraudes-là qui sont là. Vous pourrez faire tout à l'heure, si vous voulez, les photos. On arrête de s'amuser, sinon de nous amuser. Évidemment, la sanction
inscription de la mention fraude sur les copies, carrément. Et c'est là où il y a un rapport qui est adressé au jury et qui analyse cela et qui fait prendre la décision. Maintenant, pendant les délibérations, je vais vous expliquer d'un moment. Là aussi, on décèle aussi des copies semblables. On décèle des copies semblables. Les enseignants et nous, on doit se comprendre. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Des candidats ayant traité aussi des sujets d'une autre série que la leur aussi. Des fois, ça a échappé à la correction, mais ça se décèle aussi pendant la délibération. Les écritures différentes, comme je l'avais dit, sur la copie principale ou l'intercalaire, ce sont des choses aussi. Les écritures différentes, vous savez, souvent c'est quelqu'un, puisqu'on a collé les stickers sur la copie, quelqu'un veut aider ce candidat, mais il sait que s'il n'y a pas de sticker, il y aura la mention fraude. Donc il se croit obligé donc de trouver un intercalaire, d'écrire sur la copie. Malheureusement, on voit bien que les écritures sont différentes. Mais attendez, je ne sais pas pourquoi quelqu'un changerait brusquement d'écriture, à moins qu'on lui ait coupé la main. Mais là aussi, ça sera signalé quand même. Alors, je dirais tout simplement que comme sanction, dans ces cas-là, c'est l'ajournement des candidats. Et là aussi, il s'est suivi, soutenu par un rapport au jury et bien sûr une décision prise qui certainement ne plaira pas au candidat ou à son parent. Enfin, après la proclamation des résultats, là aussi il y a des tentatives de fraude aussi. C'est entre autres faits la détention et usage de fausses attestations de réussite. Ça aussi, ça existe. C'est de la narque. On fait croire que, dans tous les cas, moi, je vais te donner le bac, même si on dit que tu as échoué. Et elles sont nombreuses, les personnes qui se laissent prendre par cela. Ce sont des cas de fraude qui sont adressés souvent à la Commission nationale de discipline. Parce que la Commission nationale de discipline, elle siège, elle, après tous les examens. Elle n'a même pas siégé encore. C'est pour cela que quand les gens se plaignent, on dit, faites des réclamations. C'est maintenant que, accompagné d'enquêtes et ensuite par une délibération qui aura lieu, que les décisions définitives seront données. Et là aussi, à ce niveau-là, stratégie, on note des réseaux d'édition de fausses attestations de réussite. Il y a des réseaux qui existent. Souvent, ce sont de très grands informaticiens qui font des montages bien faits en prenant les signatures soi-disant du déco qu'on appose quelquefois même sur le diplôme aussi, quand il s'agit du diplôme. Maintenant, le déco sait de quoi je parle. Quelquefois, on a dû prendre même la signature de son collègue qu'elle a remplacé, en oubliant qu'il y avait l'année où on sait qu'elle n'était plus là. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et c'est là où le lieu de vous dire que nous prenons nos responsabilités à ce niveau-là. Oui, nous prenons nos responsabilités. Il se trouve aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, des gens qui ont réussi à glisser dans les mailles, mais qui, lorsqu'il s'agit de leur délivrer leur diplôme du bac, nous disons non, monsieur ou madame, vous n'avez pas eu votre diplôme. Et c'est là où
on se sent obligé de nous poursuivre devant des avocats, mais Dieu merci, nous avons toujours gagné. Excusez-moi. Alors, toujours dans les sanctions, parce que vous savez, souvent on oublie un peu, il faut évoquer aussi, il faut que je vous parle aussi des sanctions qui passent à la privation même de liberté. Ça, ce sont des sanctions aussi. Vous avez vu d'ailleurs avec Abengourou, où on a dû traduire des personnes devant les juges, et la suite, vous la connaissez. En tout cas, que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. Et avec la CND, il se pourrait même que des gens se retrouvent devant les tribunaux encore. S'ils sont des fonctionnaires, devant le conseil de discipline, où ils peuvent être radiés. S'ils sont des enseignants du privé, ils peuvent avoir leur autorisation d'enseigner ou de diriger retirée aussi. Donc, à l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen. La tradition devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens. Le retrait de l'autorisation d'enseigner, comme je viens de dire, etc. Mesdames et messieurs, on va se parler franchement. Cette année, la fraude a pris une ampleur singulière avec l'usage massif des smartphones. Nous ne sommes pas les seuls, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous regardons pour nous. Sinon, nous avons les chiffres des autres pays. Mais c'est pour nous qui nous intéresse. Pour ceux qui veulent, je peux donner après les chiffres. Ici, nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. Une forme particulièrement élaborée est apparue, vous l'avez vu, à la présentation des éléments de fraude, avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services à coups de slogans publicitaires aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui, candidats ou parents de candidats, adhèrent donc à leur offre, reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposée leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel et le moment venu. Et je suis même tombé sur un protocole de ces groupes-là où ils mettent le jour de la composition, change de puce. Prends une puce que tu n'identifies pas. Deuxièmement, quand tu seras dans la salle, tu dois arriver dans la salle, le smartphone est éteint. Après 30 minutes, quand l'épreuve commence, tu ouvres ton smartphone. Et tu nous dis, OK, je suis prête. Ou je suis prêt. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils élaborent vraiment une stratégie qui est, je ne sais pas si bien élaborée, mais qui offusque tout notre entendement. Quelqu'un dira c'est ainsi va notre monde, malheureusement. Mais est-ce que nous devons rester les bras croisés? C'est là où je voudrais tout simplement passer à quelques repères concernant les sanctions, puisque nous avons dit que nous allons insister sur les informations, de sorte que ce soit les parents, que ce soit les candidats, que ce soit la presse, au sortir d'ici, lorsque vous recevrez désormais une information sur nos examens, vous soyez à même de l'analyser avant de diffuser ce que vous avez eu.
Au niveau des sanctions, nous insistons pour dire qu'il existe 2 degrés de sanctions. Le premier degré, c'est l'expulsion du candidat de la salle de composition. L'ajournement, bien sûr, du candidat par le jury de délibération. Mais le deuxième degré, c'est là la confirmation de son ajournement par la Commission nationale de discipline, assortie de mesures complémentaires. Pour la présente session, la Commission nationale de discipline n'ayant pas encore siégé, les mesures prises à l'encontre des candidats et des acteurs n'ont pas encore acquis autorité de la chose jugée. Toutefois, pour ce que nous avons eu à voir, permettez que nous portions un regard critique sur ces choses-là. En termes statistiques, en 2017, on a constaté 208 cas de fraude sur 242 908 candidats au baccalauréat. En 2018, ce sont 1516 cas de fraude qui ont été identifiés sur 256 452 candidats. Cette année, 2019, on enregistre, tenez-vous bien, 6250 cas de fraude pour 273 342 candidats. Mais vous allez dire, c'est beaucoup. Et que peut-être ce que nous faisons n'est pas efficace. Mais c'est parce que nous avons fait ça que nous avons pu déceler. C'est 6 000. Je vous avais prévenu au BPC que nous allons renforcer notre dispositif. Et c'est ce que nous avons fait. On va porter un regard critique sur ce tableau. Vous voyez, regardez bien. Une première analyse nous permet de voir que nous avons les candidats officiels parmi les fraudeurs pour 60% et les candidats libres pour 40%. Ça veut dire que les chiffres se tiennent entre eux. C'est au niveau de 6250. On continue. Et maintenant, concernant les draines où nous décelons cela, au niveau national, ce sont les draines surtout d'Abidjan, parmi les fraudes. Évidemment, la technologie est très forte au niveau d'Abidjan. Donc, vous voyez là, l'orange là, ça ne fait qu'insister sur cela. Si vous classez les draines, bon, on ne va pas entrer dans ce jeu, on va voir. Alors, ok, tu as une autre partie. Les images, tu en as là. Ouais. Ok, voilà. Ainsi, on est passé d'un taux de fraude de 0,1% en 2017 à 2,3% en 2019. Cette évolution est d'autant plus préoccupante que ces actes, je dis bien ces actes de fraude, sont soutenus par des stratégies bien élaborées et réalisées quelquefois dans une atmosphère de violence et de terreur dans certains centres d'examen et sur leurs gestionnaires. Je n'hésiterai pas. Vous avez vu tout à l'heure la voiture caillassée. Vous avez vu le rapport qui criait à l'aide, etc. Autrement dit, la situation est alarmante. Les faits de fraude, on l'aura remarqué, passent de l'acte isolé à des opérations de grande ampleur, perpétrées au sein de groupes bien organisés
doté de moyens technologiques conséquents dans le but d'accéder aux épreuves d'examen dès leur lancement, de les traiter et d'en faire un commerce. C'est cet état de fait qui explique l'augmentation exponentielle du taux de fraude que nous avons indiqué tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous voyez qu'au fur et à mesure que je parle, je deviens un peu plus chaud parce que c'est touchant et c'est triste en même temps. Mesdames et messieurs, tous, nous devons comprendre que le combat contre la fraude est et doit être une entreprise de salubrité publique qui a pour vocation, oui, de salubrité publique, j'insiste sur ce terme, qui a pour vocation d'assainir nos examens scolaires pour en préserver la valeur et la crédibilité, d'assurer l'équité et l'égalité des chances pour tous les enfants de notre pays, de promouvoir la culture du goût du travail, de célébrer les valeurs du mérite et de l'excellence, d'offrir à notre pays un capital humain de qualité. Chacun doit donc se sentir concerné par la lutte contre la fraude et s'employer à faire le bon choix entre, d'un côté, les fraudeurs qui sont en réalité les fossoyeurs des valeurs civiques et citoyennes, et de l'autre, celui du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est-à-dire le camp du combat pour une société juste et égalitaire, le camp de la morale en somme. L'ampleur du phénomène de la fraude aux examens scolaires dans notre pays risque, si l'on y prend garde et si l'on n'y met pas un coup d'arrêt, de gangréner la société tout entière. Car, que peut-on attendre d'un citoyen appelé à un emploi, à quelque niveau que ce soit, s'il ne doit sa position qu'à la fraude et à la tricherie? Les quelques parents qui s'associent à cette entreprise, j'entends chicoter, les quelques parents qui s'associent à cette entreprise de contournement malhonnête des difficultés devraient comprendre que, loin de rendre service à leurs enfants, ils les exposent plutôt à un avenir de médiocrité et à un échec social. En tout état de cause, qu'il soit clairement su de tous et de toutes que le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle fera toujours sa part, sans concession ni faiblesse, sur cette question du combat contre la fraude. Nous continuerons le combat contre la fraude aux examens scolaires avec la même détermination que par le passé, mais avec des armes plus adaptées et le soutien espéré et fortement attendu de l'ensemble des Ivoiriens. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est appelé à organiser des examens en se fondant sur le principe de l'égalité des chances et selon des normes qui rendent nos diplômes compétitifs en deçà et au-delà des frontières de notre pays. Nous ne sanctionnerons pas, sinon nous ne sanctionnons pas, donc pour sanctionner. Mais sachez une chose, lutter contre ce fléau est et doit être un devoir commun. Nous vous remercions de votre attention. Soutenez-nous. Merci à Monsieur le coordonnateur général, Monsieur Kourouma Ibrahima, que vous venez donc d'entendre.
Avec votre permission, je pense que nous passons... Oui. Bien. Donc, 2 ou 3 questions d'abord, c'est cela, sur le chef de cabinet. Et nous allons donc prendre certainement une question par rangée. Et puis, on verra bien. Donc, OK? C'est le chef de cabinet. Une question, on va prendre les noms d'abord. La rangée ici, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'intervention? Non? Oui. Oui, M. Fadegnon est enregistré. Au milieu? Au milieu d'abord, s'il vous plaît. Oui. M. Saïd? Et oui, juste là, monsieur Gueux. Bien. Je suis Dominique Fadegnon du journal Soir Info. M. Dijen Cordo a tout à l'heure parlé, n'est-ce pas, de la détection de corrigés de sujets. S'il y a détection de corrigés de sujets, cela suppose que sûrement les sujets sont venus de la direction des examens et concours, et que certaines personnes ont eu à les traiter ou, n'est-ce pas, envoyer ces corrigés-là au candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième préoccupation, si vous me le permettez, c'est de savoir quand est-ce que la commission de discipline va siéger. La question est d'importance parce que la Fédération estudiantine et scolaire attend les résultats de cette commission pour que on sache si la rentrée scolaire, n'est-ce pas, va être bien entamée. Merci pour l'instant. Bonjour Cordo. Alors, je me fais l'écho d'un internaute qui suivait le point de presse en direct. Alors, sa préoccupation reprend en quelque sorte la deuxième préoccupation de Fadegnon, et de savoir quel est le sort qui sera réservé aux candidats qui ont la mention faute inscrite sur les relevés des notes. Je suis Gueux Bertin, je suis du système, je suis de l'éducation nationale et je suis syndicaliste. Ce que je vais faire ici, c'est une proposition. Nous sommes dans un point de presse, mais il est bon que ce mal qui gangrène la société, on ait un temps de séminaire. Il faut un séminaire pour déceler certaines... Ici, on a arrivé certaines affaires, mais il y a des stratégies plus subtiles aussi qui sont utilisées. On constate que pour avoir la convocation, pour aller surveiller un examen, on paye. On paye. Il faut un séminaire. Ce serait plus intéressant qu'on ait un séminaire où les acteurs que nous sommes, c'est-à-dire les syndicats, je plaide pour les syndicats, soient impliqués dans la recherche de solutions. Il est important qu'on ait un séminaire. Il y a beaucoup de propositions qu'on peut faire. Comment faire en sorte que les syndicats eux-mêmes puissent participer à une plus grande proportion à la supervision des examens. Ça a été essayé, je crois, en 2014 et Michel Cordo, qui est là, a un bilan à
pris le soin de dire la participation des syndicalistes à la supervision des examens a été quelque chose de positif. Mais après, on n'a pu continuer. Donc, il faut un séminaire pour qu'on puisse faire en sorte que l'environnement des examens à grand tirage soit vraiment assaini. C'est juste cette proposition que je voulais faire. Merci à tous les intervenants. Le premier intervenant, Dominique Padillon, pose une question et en même temps, bon, il laisse poindre quelque chose à la fin de son intervention. Alors, s'agissant de ce que vous avez appelé le fait qu'on détecte des corrections de sujets, etc. Je dois vous dire peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. En vous montrant tout ce qui était là, c'était une façon de vous montrer que ça n'a rien à voir avec les sujets corrigés qui sont donnés par la DECO. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas fuite du côté de la DECO. Non. D'ailleurs, même encore, il y a une autre disposition qui a été prise, mais je ne veux pas trop en parler, pour justement empêcher que ces choses-là arrivent. Ça a été commis sur des dribbles vis-à-vis aussi des gens de WhatsApp et autres. Voyez-vous, regardez, bon, c'est dommage, on ne peut pas vous donner les documents pour vous les regarder de près. Vous verrez, c'est souvent des arnaqueurs. Même quand vous regardez le sujet de philo, ce qu'ils ont proposé, ça ne vient pas de la DECO. Je vous ai dit aussi que les sujets qui étaient proposés étaient de faux sujets. J'ai de vrais sujets qui ont été posés, mais ceux que je vous ai projetés n'étaient pas des sujets vrais. C'est là que j'ai dit qu'ils anarquent, ils font croire, ils tapent très bien, ils mettent 2019. Mais ce n'est pas le sujet de l'année. Vous voyez? Donc, c'est différent. Pour l'instant, en tout cas, pour ce que nous regardons, la DECO n'est pas mise en cause. Je ne le dis pas parce que je suis du ministère, non. Quand la DECO est en cause, nous on le dit. En tout cas, on a mené il y a quelques années, il y a 10 ans, on a dit. Et on a enlevé la gangrène qui était là. Donc, on n'est pas gêné dans ce domaine-là. Mais là, ce que je vous ai montré, vous n'avez pas bien compris, mais ce n'est pas des sujets de la DECO. Que ce soit au niveau de corriger, que ce soit au niveau des sujets proposés. Ce sont des arnaqueurs qui font croire que... Qui sont quoi? Bon, ce sont des sujets flashés, comme on dit. Voilà. Ils font, et puis ils balancent. Mais vous étiez avec nous pendant le lancement de la semaine en droit. C'est pour ça que nous disons, attention, évitez de mettre la caméra sur le sujet. Malheureusement, même, il y a un qui a failli faire des histoires avec moi. Bon, je ne vais pas le nommer. Il ne m'a pas compris. J'ai dit, parce que quand les gens réussissent à le flasher, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent de relais en même temps à des gens cachés quelque part, qui envoient par WhatsApp déjà le sujet à d'autres qui préparent déjà de corriger ou de proposer corriger pour des candidats éventuels. C'est ça, en fait. Donc la fuite ne vient pas de la DECO. Voilà. Il n'y a pas. Et même cette année, il n'y a pas eu de fuite de ce côté-là. Mais les gens flashent et aussitôt ils balancent à une équipe qui se met à composer et qui rebalance maintenant à d'éventuels clients. Voilà un peu ce qui se passe. Et même ceux qui ont été attrapés à Bengourou, ils ont raconté. C'était ça. Le côté gagnois aussi, c'était ça en fait. Voilà. Maintenant, vous me dites que la FECI attend les résultats. J'aurais bien voulu qu'elle soit là. Parce que ce qui a été montré là, ils ont été informés de cette conférence. Ce qui a été balancé là. Attends, qui voudrait nier qu'on mette fraude sur une copie, sur des copies pareilles? Voici les cartons qui sont là.
Vous voulez que la commission fasse quoi là? Non, quand nous parlons de la commission, c'est d'autres choses qui entraînent des auditions, etc. Il y avait d'autres rapports. Mais ce n'est pas des sujets comme ça. Je vous ai expliqué, c'est pour ça que je vous ai réunis, pour dire, il faut que vous compreniez que fraude, ce n'est pas seulement quand on a fait du flagrant délit. Voilà. C'est-à-dire, pendant les jours de composition. La fraude peut être constatée pendant la correction, peut être constatée pendant la délibération et aussi à la proclamation aussi. Donc, pour dire que ce n'est pas extraordinaire pour nous. Et chaque étape, il y a des textes qui disent en quoi on peut dire c'est fraude. Si maintenant nous avons fonctionné au contraire de cela, on peut nous attaquer. Mais regardons de près. Pour moi, si vous sortez, vous devez comprendre que ceux qui ont construit des groupes sur WhatsApp, en fait, ce sont des arnaqueurs. Ils disent, on vous propose le sujet, vous allez être admis et tout. Mais regardez quelquefois le projet qu'ils proposent. Mais vous qui êtes candidat, vous savez très bien que mot pour mot, on va vous déceler comme fraudeur. Les textes vous le disent. Mais vous le faites quand même. Pourquoi vous les étonnez qu'on mette fraude? Attendez, nous aussi on a notre travail à faire. Donc moi je ne suis pas inquiet. Avec tout le respect que j'ai pour la FESI, il ferait mieux de venir pour avoir des explications et pour avoir des preuves. C'est tout. Si maintenant il y a de la matière pour dire on va manifester, d'accord. Mais on ne manifeste pas parce qu'on a eu une information, on ne la vérifie pas comme ça. Et puis ce n'est pas toute information qui amène forcément une enquête ou qui arrive automatiquement à la CND. Non. Si ça se rythme, attendez 6250 fois. Mais la CND va finir de délibérer quand? C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, nous avons d'autres systèmes de contrôle pour vérifier que les fraudes là, ça se méritait ou pas. Il y a d'autres moyens. Et ça, nous le faisons. C'est ce qui fait que nous pouvons dire que là, il y a fraude ou il n'y a pas et que vous êtes ajourné. Mais il y a eu des personnes qui ont été ajournées par erreur, mais qui ont été rétablies. Ça aussi, souvent, on ne le dit pas souvent. Je veux dire que ce n'est pas un plaisir pour nous de faire échouer un enfant, quel qu'il soit. S'il a droit à son parchemin, on lui donne son parchemin. Il y a eu un cas comme ça d'un jeune homme en C. Il a insisté. Et quand on a vérifié, je venais d'arriver à l'époque au Cordeau, je n'avais même pas fait encore un an, on a vérifié, il avait raison. On l'a rétabli dans ses droits. Justement, les textes disent qu'en même temps, lorsqu'on se rend compte que c'est par erreur qu'on vous a délivré un parchemin, on vous le retire. Mais en même temps aussi, si on se rend compte que on vous a pas donné le parchemin, que c'est une erreur, on vous le rétablit. On vous rétablit dans vos droits. Donc les textes, rien que les textes, nous les respectons. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Dosso, vous dites qu'un internaute, voilà, moi je pense que, voilà, il ne faut pas qu'ils disent que, oui, il attend, quoi, mais attendez, il y a fraude. Moi je viens de démontrer tout ce qu'il y a là. Je vous dis, on n'a même pas été loin. Il y a des choses même qu'on ne peut pas vous montrer. Oui. Parce qu'on n'est pas seul ici. C'est pas possible. Ne faites pas quand on va casser le vase, beaucoup vont pleurer. Non. Je vous en prie. C'est pour ça que je dis, si mes jeunes frères de la FESI disent qu'ils veulent faire quelque chose, mais qu'ils viennent à l'information. C'est mieux. Parce que si on étale ce qu'on doit étaler là, eux-mêmes, ça ne les arrange pas. Et ça n'arrange personne. Il faut qu'on retienne une chose. Nous voulons des examens. Nous voulons que les enfants soient admis. Mais pas à n'importe quel prix. Vous avez vu, quand on a annulé le BPC à Daloa, on a annulé. On aurait pu admettre cela. Parce que c'était un score intéressant. 98% de réussite.
On a dit on ne veut pas de ça. S'il y a la fraude, on doit la dénoncer. S'il y a la fraude, on ne peut pas laisser passer cela. Et l'effort pour avoir décelé ces 6250 fraudes, c'est cela. Ce sont des enseignants qui ont corrigé la copie, sans aucune pression. Des fois, ils ne savaient même pas d'où venaient ces copies. Ils ne savent pas. C'était anonymé. Donc, monsieur, vraiment, je suis... Et le troisième, c'est mon collègue qui parle, il propose un séminaire. C'est une proposition. On va l'analyser. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que c'est une proposition. C'est la bienvenue. Hein. Elle est la bienvenue. On va l'analyser. Voilà. Merci à M. l'inspecteur général, coordonnateur général. Nous sommes au terme, malheureusement, mesdames et messieurs, nous sommes au terme donc, de notre point de presse. Je voulais donc laisser le micro à M. le chef de cabinet. Monsieur l'inspecteur général coordonnateur, je voulais vous dire merci au nom de Madame la ministre. Je crois que l'auditoire a été largement informé de ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, la fraude dans tous ces États. Vous avez vu, depuis les textes réglementaires qui régissent, n'est-ce pas, les examens, jusqu'au comportement des acteurs, tout a été démontré. Il a dit, certainement, c'est le côté visible, n'est-ce pas, de l'ASR. Il serait bien. Évidemment, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi nous n'avons pas attendu le faire. Je dois rappeler qu'à un moment donné, les fraudeurs et leurs parents se sont organisés pour organiser une marche sur la DECO et sur le cabinet, avec à l'appui, n'est-ce pas, d'un avocat. Et c'est quand nous avons été saisis par cela que Madame a donné des instructions pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de l'opinion publique nationale et internationale, afin que l'on sache de quoi il est question. Et l'inspecteur général l'a dit, ce n'est pas un plaisir pour les acteurs que nous sommes, pour les organisateurs que nous sommes, n'est-ce pas, de faire échouer un enfant. Bien au contraire, quand les résultats sont bons, on peut s'enorgueillir. Mais il faut que les enfants qui obtiennent des diplômes les méritent véritablement. Donc voilà ce que je voulais dire au nom de Madame le ministre, tout en remerciant toute la presse nationale et internationale d'avoir été à l'écoute et de faire un bon relais, n'est-ce pas, de tout cela. Nous avons besoin de tranquillité, mais nous avons besoin aussi des diplômes crédibles, n'est-ce pas, pour le futur de notre pays. Je voudrais vous remercier. Voilà les 6250 cas de fraude. Voici les éléments ici qui attestent. Nous sommes tous ici des intellectuels. Au regard des preuves qui viennent d'être données, avouons que est-ce qu'on peut distribuer des diplômes à des élèves qui se comportent de cette manière? Je laisse cela, je laisse votre jugement de trancher. Je vous remercie. Merci encore d'être venu. Voilà, nous sommes au terme de notre point de presse. Merci encore. Non, c'est ici, c'est dans le cadre. Félicitations. Le nom de... Oui, à table de séance, vous aviez monsieur le chef de cabinet, monsieur Ablaye Kouyaté,
Et vous aviez également M. Ibrahima Kourouma, inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale. Et vous aviez également Madame la directrice des examens et concours, Madame Dosso Limaga. Voilà. Pour détecter les arnaques. Voici la calculatrice. Voici la calculatrice. Apparemment. En réalité, voilà ce qu'il a fait. Voici le portable qui est là. Il a switché à plaquer. Je peux baisser. Oui. Vous pouvez montrer.